Olá! Direito e Políticas Públicas é uma série de entrevistas e análises dos principais temas que interessam ao Estado contemporâneo. Pretende mostrar como as previsões jurídicas podem se tornar realidade mediante a atuação do Estado, da iniciativa privada e da própria sociedade. A série de programas sobre direito e políticas públicas trata hoje dos fundos europeus de coesão social. Após 2 conflitos mundiais, a necessidade de cooperação entre os países da Europa resultou na formação da União Europeia. Ela tem sido considerada uma forma revolucionária de organização das relações entre os Estados e tem criado e implementado políticas públicas de caráter supranacional, políticas deliberadas por órgãos que não são os órgãos nacionais, mas que se aplicam a todos os Estados-membros da União Europeia. É uma inovação por vezes difícil de compreender, em que os países renunciam em favor da União Europeia parte de suas competências nacionais tradicionais e se submetem à vontade dos órgãos supranacionais. As políticas públicas da União Europeia são uniformes para todos os países membros, mas dependendo da situação econômica, política e social de cada país, as políticas podem ter efeitos positivos em alguns países e negativos em outros. Para compensar essas oscilações e incertezas, a União Europeia criou mecanismos compensatórios dos efeitos negativos de políticas uniformes para países com situação distinta. No programa de hoje, vamos conhecer os fundos estruturais e os fundos de coesão, que são alguns dos mecanismos de redução das diferenças de desenvolvimento entre as regiões e os Estados-membros da União Europeia. Para se ter uma ideia da importância desses fundos, o período entre 2007 e 2013 conta com uma dotação financeira de 348 bilhões de euros, o que corresponde à segunda maior verba do orçamento europeu. Para tratar desse tema de grande atualidade, convidamos aos nossos estúdios Didier Boden, professor da Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Obrigado, professor Boden, por ter aceitado o nosso convite. Professor, explique-nos um pouco sobre os fundos estruturais e de coesão europeus. En 1957, lorsque la deuxième communauté européenne a été créée, la communauté économique européenne, les États fondateurs ont décidé de créer ou d'adopter ensemble une politique en faveur de l'emploi, notamment en finançant ensemble des programmes de formation à destination des personnes qui en avaient le plus besoin. Ce fonds social européen, existe toujours aujourd'hui. Il est très important puisque la situation du chômage en Europe est assez grave et que les États fondateurs estiment, les États membres estiment que ce fonds social européen est un outil très important, sinon de lutte totale contre le chômage, en tout cas de diminution importante du chômage. Dans la suite de l'histoire de la communauté européenne, d'autres fonds ont été créés, très importants aussi, destinés à aider des pays et puis plus précisément des régions ou des départements dont l'économie était relativement sinistrée par rapport aux autres et qui ont donc bénéficié de cet argent commun pour se développer. Enfin, après 1900, ou plutôt à Maastricht, dans la perspective du futur élargissement à 4, 10, 12 autres États membres, un fonds de cohésion a été créé, destiné spécifiquement aux États membres les plus pauvres. Il s'agit donc d'argent commun réservé aux États les plus pauvres. J'insiste sur le mot État parce que certains fonds structurels ou ou autres fonds bénéficient directement aux particuliers dans certains cas, bénéficient aux départements ou aux régions sans passer par les autorités étatiques dans d'autres cas. Et le fonds de cohésion donc bénéficie directement aux États. Cependant, cet argent n'est pas donné sans condition et les États membres
qui bénéficient du fonds de cohésion doivent avoir une politique budgétaire relativement rigoureuse. Il ne faut pas un déficit de plus de 3% du produit intérieur brut. Et les États membres qui ne respectent pas cette discipline voient certains versements d'argent annulés. C'est ce qui se passe en ce moment avec la Bulgarie qui manque à de nombreuses de ses obligations et qui voit l'argent européen revenir à Bruxelles, et une menace similaire pèse en ce moment sur la Roumanie. A existência desses fundos revela certo conceito sobre a integração. No modelo proposto pelos Estados Unidos para a formação da ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, não há esse tipo de fundos. O senhor acredita que isso dificulte a adesão dos países latino-americanos ao projeto da ALCA? Le point principal, le projet d'ALCA est un projet de petit OMC hémisphérique, alors que le projet communautaire est un projet fédéraliste et avec plus précisément un objectif de lutte contre les disparités économiques entre les États membres. Si l'on entre dans le détail à présent, on peut énumérer toute une série de différences importantes. La première est un peu simple, mais l'ALCA n'existe pas. Les communautés existent depuis 1951. Ensuite, plus sérieusement, dans l'ALCA, il n'y a pas d'élément de supranationalité. Il n'y a pas non plus d'applicabilité immédiate des normes qui pourraient émaner de l'ALCA et qui seraient directement appliquées par les autorités étatiques, les juges, etc. Alors qu'en Europe, il y a une supranationalité assez marquée, il y a des autorités indépendantes des États qui imposent toutes sortes de normes aux États, et ces normes seront directement appliquées, à certaines conditions, elles seront directement appliquées par les autorités étatiques, les tribunaux étatiques, etc. Ce sont des éléments très importants. De plus, la prise de décision au sein des communautés, même lorsqu'elle est interétatique, se fait en général à la majorité, une majorité un peu particulière, mais à la majorité. Il n'y a pas de droit de veto. Alors que dans le projet d'ALCA, il y a là une prise de décision qui est purement intergouvernementale et qui finalement est celle d'une conférence diplomatique permanente où l'on ne peut décider qu'à l'unanimité et les normes ainsi décidées vont le plus souvent nécessiter une ratification ou quelque chose qui ressemble à une ratification de la part des États membres. Donc c'est extrêmement lourd dans le fonctionnement. Cela n'a pas une autorité supérieure à celle des États. C'est une chose totalement différente de la construction européenne. Alors, est-ce que cela empêche ou non les États autres que les États-Unis d'adhérer à ce projet? Ma foi, c'est un peu comme l'OMC, il y a peut-être quelque chose à prendre. Si tout compte fait, tout calcul fait, il est intéressant pour tel ou tel pays d'Amérique latine d'adhérer à ce projet, ma foi, il n'y a là rien de choquant, de même que de très nombreux États ont adhéré à l'OMC. Mais il est certain que c'est beaucoup moins attractif qu'une adhésion aux communautés européennes, parce que dans l'adhésion aux communautés européennes, il y a, comme vous l'avez dit dans votre question, il y a la perspective de bénéficier de la richesse commune. Et surtout, il n'y a pas le libre mouvement de personnes. C'est un sujet délicat. J'avais oublié cela dans la liste des différences fondamentales. Il n'y a pas de libre circulation des personnes dans le projet de l'ALCA, alors qu'au sein de la communauté, nous avons une libre circulation des personnes qui est très très importante. Un seul chiffre, la Roumanie il y a 1 million de Roumains qui sont partis à la seule destination de l'Espagne.
1 million de Roumains en Espagne. En ce moment, il y en a un certain nombre qui rentrent parce que la crise a fait diminuer le nombre d'emplois disponibles en Espagne, mais ça a une importance considérable sur l'équilibre démographique et sur les flux financiers privés, puisqu'évidemment, tous ces travailleurs immigrés roumains en Espagne envoient une partie importante de leur salaire dans leur pays d'origine. Donc oui, c'est une différença fondamentale de plus. A próxima pergunta é se a utilização desses fundos tem sido efetiva e tem produzido efeitos perceptíveis. Mas o senhor responde depois do intervalo. Nós voltamos logo para continuar a debater com o nosso convidado sobre os fundos estruturais e de coesão europeus. Até já. Estamos de volta com o programa Direito e Políticas Públicas, que debate hoje os fundos estruturais e de coesão europeus com Didier Boden, professor da Universidade Paris I. Antes do intervalo, eu mencionei o fato de a utilização desses fundos, se ela tem sido efetiva e se tem produzido efeitos perceptíveis. Oui, bien entendu, ce sont tout de même des centaines de milliards qui sont ainsi déversés en Europe à destination des régions et des individus qui en ont le plus besoin. Cela produit effectivement des effets, heureusement. Un seul exemple qui est très connu, lorsque l'Irlande a adhéré aux communautés européennes, elle avait le produit intérieur brut par habitant le plus bas de toute l'Europe. Aujourd'hui, ou en tout cas l'année dernière, l'Irlande avait le produit intérieur brut par habitant le plus élevé d'Europe. Donc le plus pauvre est devenu le plus riche, évidemment, grâce aux fonds structurels européens, évidemment. De façon générale, on observe que le produit intérieur brut par habitant de tous les États, et en particulier les plus pauvres, tend au fil des années à se rapprocher de la moyenne. Donc un État qui commence à 60% de la moyenne européenne, après 10 ans, sera à 80%, 85% et se rapprochera toujours plus de la moyenne. Autrement dit, les disparités en termes de produit intérieur brut par habitant tendent à diminuer considérablement au fil des années. Ça, c'est la première chose qui peut être dite. Les économistes font des études plus approfondies, notamment sur la répartition du produit intérieur brut entre les trois secteurs de l'économie, le secteur primaire, donc essentiellement la pêche et l'agriculture en Europe, le secteur secondaire, l'industrie, le secteur tertiaire, les services. La moyenne européenne est à peu près de 2% du produit intérieur brut pour le secteur primaire, à peu près 28% pour le secteur secondaire et à peu près 70% pour le secteur tertiaire. C'est la moyenne. Nous observons que lorsqu'un État adhère aux communautés européennes avec une proportion très différente, par exemple 15% pour le secteur primaire, 28% pour le secteur secondaire, c'est-à-dire dans la moyenne, et je ne sais plus combien il manque pour le secteur tertiaire, on observe qu'un tel État, après 5 ans, après 10 ans, voit cette proportion se modifier et que le secteur primaire va perdre de son importance relative dans la répartition du produit intérieur brut entre les trois secteurs. Le secteur secondaire ne va pas beaucoup bouger proportionnellement et le secteur des services va se renforcer considérablement.
Donc il y a une homogénéisation de l'économie, non seulement en termes de produit intérieur brut par habitant, mais aussi en termes de type d'économie, en termes de répartition du produit intérieur brut entre les trois secteurs de l'économie. Donc oui, les effets sont notables. E a aplicação prática desses fundos não gera turbulências políticas? Os países que contribuem para os fundos não se sentem de alguma forma prejudicados? C'est une très bonne question. Il y a des tensions. Il y a des tensions, mais je dois commencer par dire que, de façon générale, le système est parfaitement accepté, et en particulier de la part des gouvernements des États les plus riches et de leurs citoyens. On considère qu'il est tout à fait normal de contribuer ainsi à l'élévation de la prospérité des nouveaux États. Voilà le concept d'intégration. Exactement. Ouais. C'est la chose la plus importante. On estime que c'est tout à fait normal. Alors, il y a des tensions de différentes sortes. La première est celle qui porte sur le principe même de payer énormément d'argent pour les autres. Certains États aimeraient payer un peu moins. Donc là, c'est une contestation du budget communautaire lui-même, dans son principe même, quelle que soit l'affectation. Ça a été très marqué à l'époque de Mme Thatcher, qui estimait que le Royaume-Uni payait beaucoup trop et recevait beaucoup trop peu. Et par conséquent, elle a demandé une réforme des règles relatives aux contributions. Très précisément, en 1984, prenant à témoin les autres États membres que la contribution du Royaume-Uni était extrêmement élevée et que le retour d'argent communautaire vers le Royaume-Uni n'était pas très élevé, il y avait une différence importante, Madame Thatcher a dit « Give my money back ». Et malheureusement, les autres États membres ont finalement accepté de restituer 2/3 de la différence entre la contribution britannique et ce que recevait le Royaume-Uni. Donc ce qu'on appelle 2/3 de la contribution nette. C'est un système qui n'existe qu'au bénéfice du Royaume-Uni et qui aujourd'hui est devenu totalement intolérable de la part des autres États, surtout de la part des autres États riches, comme les Pays-Bas qui, ces dernières années, ont payé plus que le Royaume-Uni au budget communautaire, alors avec une population bien moindre. Donc c'est absolument intolérable et le Royaume-Uni, lors de la prochaine négociation budgétaire, va sans doute devoir céder sur ce point. Plusieurs solutions sont envisagées, notamment une généralisation du chèque britannique, c'est-à-dire une généralisation de la restitution des 2/3 des contributions nettes, ce qui, si on réfléchit un peu, revient à le neutraliser complètement. Ça, c'est un premier type de tension. Un deuxième type de tension, et j'aurais dû commencer par cela, c'est donc la contestation du budget communautaire lui-même dans son principe et lors de la dernière négociation budgétaire, plusieurs États membres ont estimé qu'ils devaient faire eux-mêmes, dans leur budget étatique, de très nombreuses économies. Ils devaient mettre en œuvre une politique d'austérité relative. Et ils trouvaient très contestable que les autorités communautaires, elles, ne cherchent pas à faire des économies. Donc les États ont essayé de diminuer ou de ne pas augmenter excessivement le budget communautaire. Finalement, le budget communautaire est resté très stable, mais il y a eu là une sorte de signe que tout le monde devait faire des économies. C'est un peu le ton des revendications de certains États. Troisième type de tension, l'affectation du budget. Les Britanniques qui vont devoir céder sur le chèque, espérons, ont laissé entendre qu'ils céderaient plus facilement si l'argent communautaire était dépensé autrement.
En particulier, le Royaume-Uni accorde très peu d'importance à son agriculture, alors que la protection des agriculteurs est un thème extrêmement important dans la vie politique française et que la France est la principale bénéficiaire de la politique agricole commune depuis toujours. Par conséquent, le Royaume-Uni suggère que l'on diminue le budget de la politique agricole commune au profit d'une politique d'encouragement de la recherche et du développement, ce qui est une excellente idée. Mais évidemment, la France s'oppose à un tel changement d'affectation et réclame un maintien du budget de la politique agricole commune très élevé. Là, de nouveau, ce sont des tensions très importantes qui vont rendre extrêmement difficiles les prochaines négociations budgétaires de 7 ans, puisqu'on négocie les budgets sur 7 ans en Europe. Enfin, il y a un quatrième type de tension après les dépenses. C'est une chose à laquelle on ne pense pas immédiatement, mais lorsque les Irlandais ont voté non à la première version du traité de Nice, et plus récemment lorsqu'ils ont voté non à la première version du traité de Lisbonne, il y a eu une réaction assez hostile dans les autres États membres, spécialement chez les fondateurs, qui ont dit à peu près ceci. Bon, ce ne sont pas les gouvernements qui ont dit ça, ce sont plutôt des hommes politiques de seconde importance, ou des journalistes, ou des citoyens. Ce n'étaient pas les dirigeants des gouvernements, mais cela a été dit et répété. Écoutez, vous, les Irlandais, quand vous êtes entrés dans notre maison commune, vous étiez les plus pauvres et nous avions de grandes ambitions fédéralistes. Vous avez bénéficié pendant 30 ans de notre argent, maintenant vous êtes les plus riches et vous sabotez nos efforts fédéralistes. Ce n'est pas juste. Fin de citation. Alors le reproche est un peu méprisant, le reproche est un peu injuste, le reproche n'est pas fondé juridiquement, mais c'est un reproche très répandu. Et c'est une autre forme de tension. Les Irlandais sont un peu mal à l'aise, ils ne veulent pas aller plus loin dans l'intégration, dans l'approfondissement, comme on dit. Mais cependant, chaque fois qu'ils le disent, tous les autres, surtout les fondateurs, leur disent écoutez, on vous a nourri maintenant, c'est bon comme ça, vous êtes priés de ne pas contrarier la volonté générale. Donc là, il y a là une tension incontestable qui est liée au fonds structurel. Em face da crise econômica global, o senhor considera que pode haver algum impacto, algumas mudanças em relação às políticas de coesão social europeias? Si la question m'avait été posée il y a 1 an, j'aurais dit globalement, dans l'ensemble, non. Il n'y aura pas de grands changements. Simplement, on s'attend que le budget de la politique agricole commune diminue et qu'il y ait la création d'un nouveau fonds ou l'utilisation des fonds existants pour financer les efforts en matière de recherche et de développement. Mais cela se dit depuis presque 10 ans. Donc la crise actuelle ne donne aucune actualité à cette remarque. Il s'est cependant passé quelque chose le 6 octobre 2008 avec le krach financier et nous sommes encore dans les répercussions de ce krach. C'est-à-dire que de nombreuses banques chez nous sont proches de la déclaration de cessation de paiement. On fait tout pour que ce moment n'arrive pas. Les États eux-mêmes ont des problèmes de paiement et certains États membres sont aussi proches de la cessation de paiement. Proches, mais ils ne basculeront pas. Et c'est ça qui est intéressant. Nous n'avons pas d'obligation de nous sauver les uns les autres. C'est-à-dire que si la Hongrie, demain, est à 10 secondes de la cessation de paiement et appelle les autres États membres au secours, il n'y a aucune obligation juridique pour l'Allemagne, par exemple, de faire un prêt
de plusieurs milliards d'euros ou de centaines de millions d'euros dans les 5 secondes. Et c'est ce qui avait été répété ces dernières années, notamment par l'Allemagne, qui avait dit que rien ne l'obligeait à aider financièrement d'autres États en dehors des obligations qui existent dans les traités, etc. Et quelque chose de neuf s'est passé le 18 février 2009. Le 18 février 2009, le ministre allemand des Finances a déclaré que, bien entendu, si certains États membres au sein de la zone euro et peut-être même en dehors de la zone euro avaient des problèmes budgétaires, bien entendu, on ne le laisserait pas tomber ou on ne les laisserait pas tomber. Évidemment, on les aiderait financièrement, en dehors de toute obligation. Et 2 jours après, le ministre a précisé, bien entendu, nous n'avons aucune obligation juridique de le faire, mais bien entendu, nous le ferons. Bem, nosso programa está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a presença do professor Didier Baudin, da Universidade de Paris I, que aceitou gentilmente nosso convite para falar sobre os fundos estruturais e de coesão europeus. Espero que esse programa tenha trazido um pouco mais de esclarecimento sobre o assunto e se você quiser fazer alguma pergunta ou contribuição sobre direito e políticas públicas, pode acessar o blog Aguilar, com 2 L's, .blog.terra.com.br. Obrigado, professor, e obrigado a você, telespectador. Até o próximo programa.